Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs du colloque pour leur invitation. Une deuxième chose, je souhaiterais m'excuser auprès de vous, parce que, comme toujours, quand on prévoit un titre, généralement, l'exposé est réorienté, et naïvement, je pensais pouvoir répondre à la question que j'avais posée, mais finalement, comme vous voyez, au niveau du sous-titre, je vais me restreindre au niveau du sujet. Et troisième point, étant allergique au boulot, ça ne s'invente pas, je risque d'avoir une extinction de voix au milieu de l'exposé, mais rassurez-vous, c'est normal. Pour l'historien, la Mésopotamie ancienne est considérée comme un monde de l'écrit qui nous livre des dizaines de milliers de documents de tout type. Cette abondance est liée au principal support utilisé par les Mésopotamiens, cette argile qui produit des documents très résistants, et à cette idée si présente dans l'épopée de Gilgamesh que l'immortalité de l'homme n'est accessible que par le souvenir des accomplissements qu'il laisse, et dont la sauvegarde passe par le récit commémoratif qui se conserve bien plus longtemps, vous le constatez, qu'une réalisation en terre et en briques. Cette masse documentaire nous fait oublier les vides et surtout les manques, tant sur d'autres supports, moins résistants, que ceux que l'écrit saisit mal, c'est-à-dire toutes les traditions orales. Les exposés précédents ont bien montré les difficultés de saisir la question du substrat oral dans la culture écrite, dont nous ne pouvons souvent que sentir et supposer l'existence et l'importance, et qui nécessite d'étudier aussi les processus de rédaction et d'édition de nos textes. Parmi les corpus disponibles, celui des inscriptions royales assyriennes est incontournable pour ces questions. Ces textes, produits en abondance par les souverains assyriens pour commémorer leurs hauts faits, aussi bien guerriers qu'architecturaux, font partie des œuvres majeures qui ont servi à écrire l'histoire de la Mésopotamie ancienne. En effet, entre la titulature du souverain et la description de la réalisation qui en a motivé sa rédaction, s'intercalait parfois une longue partie narrative décrivant les campagnes militaires que le souverain réalisa. Ces documents, soigneusement rédigés pour répondre aux critères stylistiques de la rhétorique impériale, pouvaient aussi connaître plusieurs éditions au cours d'un même règne pour les adapter à l'évolution de l'histoire. Si ce type de document a suscité de nombreuses études globales, tentant de les présenter en détail et d'en définir le genre, rares sont celles qui se sont intéressées à un récit de sa genèse à son ultime rédaction. Je vous propose aujourd'hui une telle analyse centrée sur le récit d'une des campagnes du souverain Sennachérib, cet empereur, fils de Sargon II, qui régna sur la Syrie de 704 à 681, fut, comme nombre de ses prédécesseurs, à la fois un grand guerrier et un illustre bâtisseur. Son projet architectural phare fut la transformation de la ville de Ninive en la nouvelle capitale de l'Empire. Débutant très tôt dans son règne et se poursuivant sur de longues années, il nécessita la production régulière d'inscriptions actualisées commémorant ses accomplissements militaires et architecturaux. Plutôt que d'étudier une inscription en particulier, je vous propose de nous intéresser aux différentes éditions disponibles de ce qu'il qualifie lui-même de « ma première campagne militaire » pour en saisir les modalités d'édition et de production. Cette dernière rassemble des opérations militaires qui se déroulèrent pendant ses 3 premières années de règne, menées dans l'actuel Irak du centre et du sud, déclenchées par la rébellion du souverain babylonien Marduk-apla-iddina. Pour ce faire, je vous propose d'étudier tout d'abord la première édition, qui est la plus longue, tant quant à ses sources qu'à ses modalités de rédaction, puis nous en analyserons les éditions suivantes, et enfin, nous nous intéresserons à la place que ces textes pouvaient entretenir avec le reste de ce que l'on pourrait trivialement qualifier la culture contemporaine. La rédaction d'une inscription royale, dont la production se fait sous le haut patronage du souverain, répond à des besoins, comme le rappelle cette lettre d'un haut fonctionnaire en poste dans la ville de Tarbitsou, adressée à Essaradon. Nous devons écrire le nom du roi, Monseigneur, sur une pierre que nous placerons dans les fondations de la muraille de la ville de Tarbitsou. Que le roi Monseigneur m'écrive ce que nous devons écrire et nous l'écrirons dessus.
Il est bien évident que le roi n'en rédigeait pas le texte, mais il était en lien étroit avec des spécialistes qu'il faisait pour lui, pratique se rapprochant de la production actuelle des discours. Il en valide la forme finale, comme l'illustre cette lettre du savant Ninurta Aruidina à Essaradon. Je lirai les tablettes en présence du roi, mon seigneur, et j'y ajouterai ce qui est agréable au roi, tandis que ce qui n'est pas agréable, acceptable au roi, je l'enlèverai. La production du texte nécessitait l'accès à de nombreuses informations disponibles dans diverses sources, dont l'étude de l'inscription permet d'en déduire l'usage. Plutôt que de vous en faire un listing théorique, je vous propose de l'illustrer à partir d'un court passage de cette campagne. Lorsqu'ils me rapportèrent ces, Marduk à Plaïdina, mauvaises actions envers moi, Sénachérib, l'homme de la steppe attentif, je rugis comme un lion et j'ordonnai de marcher dans Babylone contre lui. Lui, semblable à un mauvais démon galou, entendit l'avancée de mon expédition. Je mis en ordre mon équipage. Le 20e jour du mois de Shabbatou, comme un puissant taureau sauvage, je pris la tête de mes troupes à Achour, mais je n'attendis ni mon corps d'armée principal, ni mon arrière-garde. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Eh bien, nous voyons des informations issues des rapports oraux et des lettres. Nous voyons aussi ici une épithète inconnue par ailleurs dans les inscriptions royales, mais qui pourrait être liée à l'épopée de Gilgamesh. On observe d'ailleurs, au cours du temps, une perméabilité de plus en plus accrue entre le genre hymnico-épique et les inscriptions royales. Comme un lion, rhétorique assyrienne bien connue, vous voyez ici les possibles hiéroglyphes représentant le signe roi. Nous avons aussi j'ordonnais de marcher, les ordres royaux bien connus par ailleurs comme parole du roi, ordre du roi. Le lien avec le démon Galou est un jeu littéraire, comparaison de l'adversaire avec un démon vivant hors du monde à civiliser, qui va subir l'attaque du roi assyrien. Il représente aussi un lien avec la littérature savante et aussi avec les textes littéraires. Enfin, nous avons toute une série de repères liés aux textes administratifs, la date de départ et le lieu de départ, et nous voyons ici, évidemment, sur les bas-reliefs, les représentations de scribes en train de produire de tels textes. Les choses se terminent avec l'héroïsme royal prenant la tête d'une partie de ses troupes pour châtier l'impudent. À cela s'ajoutent toutes les sources disponibles pour les rédacteurs, inscriptions royales contemporaines et anciennes, retrouvées lors de rénovations, les chroniques, etc., la documentation sur support périssable, qui nous fait actuellement défaut, ainsi que toutes les sources orales, qui nous font encore plus défaut. La qualité de la rédaction montre que les personnes qui étaient impliquées dedans devaient avoir une grande compétence et quand même un certain savoir. Il a d'ailleurs été proposé, sur des critères stylistique et de compétences, que l'homme qui rédigea cette première édition de la campagne soit le fameux Nabu Zukup Kenu, savant qui vécut sous Sargon II et Sénachérib. Rentrons dans le vif du sujet. Cette première édition est connue par deux versions sur des cylindres qui ont été rédigées postérieurement à la campagne. Une version ninivite, qui est connu par 13 exemplaires, plus ou moins fragmentaires, il faut bien le dire, qui proviennent tous de Ninive, à l'exception d'un, et l'autre, connu par 2 exemplaires, provenant de la pièce principale du temple de Nergal, de la ville de Tarbitsu. La narration de 58 lignes se devait d'être développée, car il s'agissait de remplir le support avec le récit d'une unique campagne. La narration est extrêmement simple, elle se déroule de la façon suivante, avec en gras les marqueurs temporels indiqués dans le texte. Donc, au début de ma royauté, puis un rappel historique, la préparation de l'expédition, les grands d'Assyrie sont défaits dans la plaine de Kish, prise de Kouta par Sénachérib, fuite de Marduk à Plaïdina, défaite des alliés de Marduk à Plaïdina, capture des moyens de transport abandonnés, entrée des Assyriens dans Babylone, poursuite de Marduk à Plaïdina, échec, puis dans le cours de la campagne, liste des villes de Chaldée prises par les Assyriens, total des villes prises,
déportation des Araméens, Chaldéens et citoyens fautifs, installation de Bel-Ibni comme roi de Sumer et d'Akkad, puis retour, défaite des tribus araméennes insoumises, et au cours de ce retour, réception de cadeaux de Nabou Bel Choumaté, massacre de la population de la ville de Ririmou, et enfin, total du tribut et du butin issus de la campagne militaire. La comparaison des exemplaires d'une même version ne livre que quelques exemples de variantes phonétiques et quelques fautes d'inattention. En revanche, la comparaison des deux éditions appelle quelques commentaires. Tout d'abord, à l'exception du récit de construction qui est différent, leur mise en page est autant que possible conservée. Quelles que soient les variantes observées, le sens du texte ne varie pas. Ces variantes pouvaient être stylistiques. Alors on observe l'usage de synonymes, par exemple, Ishtenish pour Mitrarish ou Elatu pour Umanatu. On constate aussi des ajouts, lorsque la mise en page le permet uniquement, comme lors du descriptif des troupes adverses, qui dispose, selon la version ninivite, de 850 chariots et des chevaux, tandis que l'autre version nous indique 850 chariots et 12 200 chevaux. Les adversaires pouvaient aussi être qualifiés différemment. C'est le cas du soutéen Nergal-Natsir, allié de Marduk Aplaïdina, qualifié dans un cas de « sans peur dans la bataille » et dans l'autre de « celui qui marche devant eux ». On observe aussi, ce qui est extrêmement intéressant, la réécriture complète d'un passage. Comme vous pouvez le constater ici, la version de Ninive nous dit « Je retournais sans encombre dans le centre du pays d'Achour avec 208 000 butins humains substantiels, 7 200 chevaux, des mules, 11 073 ânes, 5 230 chameaux, 80 050 bovins et 800 100 ovins », tandis que dans la version de Tarbissou, vous voyez que nous avons 208 000 gens, masculins et féminins, 7 200 chevaux, des mulets, etc., etc., un lourd butin, je pillais vers le pays d'Achour. On notera au passage la variante du nombre de bovins, qui n'est certainement pas liée à une erreur de lecture, mais soit clairement comme une faute, ou comme provenant d'une source différente. La différence majeure entre ces deux versions vient de la liste des villes fortes prises en Babylonie dans le Bit d'Akouri. La version ninivite en nomme au total 26, tout en précisant que son total est de 33. La version de Tarbitsou en nomme 32, oublie l'une qui est citée dans la version de Ninive et nous donne un total de 34. Je vous avoue qu'avant de tirer des conclusions, j'aimerais bien pouvoir aller vérifier ces totaux sur l'original et peut-être qu'un petit coup de brosse permettrait de mieux les comprendre. Voyons maintenant que cette première édition de la campagne, nous voyons grâce à ça, je pense assez clairement que cette première édition, en fait, en comprend certainement deux. Les résultats et les réussites militaires du souverain se poursuivent régulièrement, tout comme la progression des travaux à Ninive. Il fallait donc produire de nouveaux textes mis à jour qui comportaient toujours plus d'informations nouvelles sur des supports dont les capacités de stockage étaient inchangées et donc limitées. Cela explique d'ailleurs le passage du support cylindre, utilisé de 702 à 699, à celui du prisme à partir de 698, permettant d'une part des lignes plus courtes, donc facilitant la mise en page et le contrôle du texte, et d'autre part d'augmenter la taille de ce texte de 50%. Dès le début de sa troisième année, soit quelques mois après la rédaction de cette première édition, Sennachérib revient victorieux d'une deuxième campagne lancée vers la Babylonie. L'intégration de cette dernière nécessita la réduction du récit de la première, et donc il va passer de 58 lignes à 15, processus qui, vous le constaterez, illustre la plupart des procédés éditoriaux. Nous observons tout d'abord une réorganisation complète du début de la narration. Les épisodes 1 et 2 sont supprimés, les épisodes 3, 4 et 6 sont associés et résumés,
Au début de ma royauté, j'instaurai la défaite de Marduk Apleïdina, roi de Cardouniache, avec les troupes d'Élam, ses alliés, dans la plaine de Kish. L'épisode 5 est décalé juste avant le 7. Dans le reste du texte, on observe que les épisodes trop détaillés sont supprimés. La liste des villes, par exemple, dont on ne conserve que le total. Les épisodes importants sont raccourcis. Le pillage du palais de Babylone passe de 3 lignes à 2 lignes. Et, petit point très intéressant, les épisodes dont la taille correspond au plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire une ligne, sont conservés. Comme je vous l'ai déjà indiqué, on peut changer la taille, l'emplacement des épisodes. Ainsi, l'épisode 17 arrive avant le 15. Certains marqueurs temporels disparaissent. Et au final, voici la nouvelle version de l'inscription. On le voit bien ici, la rédaction de la deuxième édition de cette première campagne nécessite 2 traitements distincts. Un premier de réécriture pure et simple, et un second de reprise du manuscrit de la première édition pour l'alléger. Cette reprise, bien que principalement basée sur l'édition de Tarbitsu, utilise quelques éléments de la version ninivite. La production de la deuxième édition s'est donc basée sur la confrontation de plusieurs éditions différentes. Par la suite, 2 autres versions de cette campagne sont produites, l'une datant au plus tôt de 700, comportant 13 lignes, et l'autre, sur prisme, datée de 697, correspond à l'équivalent de 12 lignes. Outre quelques phénomènes de raccourcissement de description, l'évolution de 2 épisodes mérite un commentaire. Il s'agit de l'épisode 13, celui de l'installation de Bel-Ibni. Dans la première et dans la deuxième édition, Sennacherib nous explique avoir installé Bel-Ibni sur le trône de Sumer et d'Akkad. Dans la troisième édition, datant de 700, il nous dit qu'il fit asseoir Bel-Ibni sur le trône royal et lui confiait les gens du pays d'Akkad. J'installais mes eunuques comme gouverneurs sur la totalité des districts du pays de Chaldée, et j'imposais sur eux le joug de ma royauté. Et en 697, l'épisode disparaît purement et simplement. S'agit-il d'une évolution purement rédactionnelle? En fait, il faut le comprendre totalement différemment. Nous savons, par les chroniques, que l'installation de Bel-Ibni sur le trône de Babylone fut un échec, car Sennacherib le remplaça par son fils Ashur-nadin-shumi lors de sa 3e année. Les chroniques nous disent: la 3e année de Bel-Ibni, Sennacherib descendit vers le pays d'Akkad et pilla le pays d'Akkad. Il exila Bel-Ibni et ses grands dans le pays d'Achour. Nous assistons donc ici à une actualisation des informations, phénomène bien connu par ailleurs dans les inscriptions royales assyriennes. Lors de la première et deuxième édition, Bel-Ibni est bien roi de Sumer et d'Akkad. La troisième décrit des événements de peu antérieurs à ce qui est décrit dans les chroniques. Sennacherib enlevant la direction du pays de Sumer à Bel-Ibni et installant des gouverneurs pour le surveiller. C'est malgré tout un échec, et dans la 4e édition, Bel-Ibni disparaît corps et biens. Voyons maintenant l'épisode 14, qui est celui du total des villes de Chaldée conquises. La première édition nous en donne 88 820, la deuxième 89 820, la troisième 89 620 et la quatrième 75 420. Diverses interprétations sont données à ce sujet, allant de l'étourderie à la volonté de réduire un chiffre considéré comme, au départ, extravagant. S'agit-il du même phénomène qu'observé précédemment, celui de la mise à jour, ou autre chose? Cela paraît étonnant qu'il s'agisse d'une mise à jour, parce que ces villes ont déjà été prises. En revanche, il est possible de proposer que ces modifications soient liées à des fautes de lecture. Comme vous le savez tous, les chiffres sont ce qu'il y a de plus difficile à lire quand on n'y fait pas attention au niveau du cunéiforme. Pour résumer ces 2 exemples, ils illustrent 2 phases lors de l'élaboration d'une édition. La première, qui est en fait une mise à jour des informations, et, dans un deuxième temps, la récupération copie-adaptation d'épisodes connus non mis à jour.
Jusqu'à présent, je vous ai présenté les étapes qui permettaient d'aboutir à un original de l'édition. Se pose ensuite la question de la production des différents exemplaires. Le fait que la plupart des variantes entre les exemplaires soient d'ordre graphique permet de supposer que le scribe ne recopiait pas à partir d'un modèle. Peut-être copiait-il sous la dictée, il faudrait étudier un petit peu plus les choses. Un deuxième point que je souhaite soulever, c'est que l'on trouve facilement certaines habitudes de scribe. Par exemple, la version pour marquer le verbe akshoud, would, est quelque chose que l'on retrouve dans de nombreux prismes et donc que l'on peut mettre en relation certainement avec le même scribe, qui est quelque chose de relativement étonnant, en tout cas pour nous. Nous nous sommes intéressés jusqu'à présent aux inscriptions royales comme une sorte de production autonome, seul support de ce type d'information. Or, il faut bien évidemment s'interroger sur leur place dans l'horizon culturel de l'époque et sur la réception de ces textes dont on voit, pour les documents de fondation, qu'ils n'étaient, semble-t-il, destinés qu'à la postérité et aux dieux. Remarquons tout d'abord qu'il existe d'autres supports de récits dans la sphère royale, notamment ce que l'on peut qualifier de programmes d'iconographie narrative, les bas-reliefs. Les palais assyriens en étaient couverts et le palais sans rival de Sennachérib ne fait pas exception. Un bas-relief de la salle 3 mentionne la prise de la ville de Dilbat. La plupart des commentateurs proposent que, bien que cette ville ne soit pas nommée dans les inscriptions du souverain, cet épisode soit à associer avec la première campagne. Cette constatation n'est pas tout à fait exacte. Dilbat est mentionné par Sennachérib dans sa première campagne comme une ville soutenant Marduk-apla-iddina, dont en effet le devenir n'est pas connu par ces inscriptions. Le bas-relief livrerait donc ici une information supplémentaire. Des brouillons d'épigraphes mentionnent des épisodes de cette campagne. En voici un exemple. Marduk-apla-iddina, roi du pays de Cardouniache, fut effrayé par mon assaut. Il arracha ses vêtements seigneuriaux et rapidement sortit de Babylone. On notera que la partie en bleu est celle qui n'est connue par aucune version analytique de cette campagne. S'agit-il d'une version nouvelle, d'une jamais acceptée, ou bien est-elle issue d'un autre document? La question reste ouverte. L'existence de légendes sur les bas-reliefs est toujours comprise comme un moyen de permettre à l'observateur de se repérer dans la narration. Néanmoins, cela signifie aussi qu'il en connaissait bien le fil conducteur, car, dans le cas contraire, les légendes étaient insuffisantes pour comprendre l'histoire. La lecture des textes détaillés dans les inscriptions donne aussi parfois une impression d'abondance d'informations. Je vous propose, pour finir, de nous extraire un petit peu de cette beauté et de ce rythme pour en analyser le contenu. Voici la situation telle qu'elle se présente au début du texte. Je mis en ordre mon équipage le 20e jour du mois de Shabbatou. Comme un puissant taureau sauvage, je pris la tête de mes troupes à Achour, mais je n'attendis ni mon corps d'armée principal, ni mon arrière-garde. Le roi part en expédition à Achour à une certaine date. La question qui se pose maintenant, c'est où se trouve l'armée assyrienne, où se trouve le roi, et où se trouve le Babylonien. Phase suivante. J'envoyais mon chef eunuque et mes gouverneurs provinciaux vers Kish, devant moi, disant « Prenez la route contre Marduk-apla-iddina et ne soyez pas négligents en mettant une forte surveillance envers lui. » Donc, nous nous retrouvons avec le corps d'armée qui était forcément derrière, puisque le roi était devant, repassé devant, et les gouverneurs se déplaçaient vers la ville de Kish, alors que, normalement, la ville de Kouta est contrôlée par les alliés de Marduk-apla-iddina. Lui, Marduk-apla-iddina, vit mes gouverneurs provinciaux sortis par la porte de Zababa avec toutes ses forces et engagea le combat avec mes grands dans la plaine de Kish.
L'ennemi l'emporta sur Maigran dans le cœur du combat, et ils furent incapables de lui résister. Ils m'envoyèrent un message dans la plaine de Kouta pour demander de l'aide. Le texte se poursuit ensuite sur la prise de Kouta. Le Babylonien attaque à partir d'un endroit précis dont on ne sait pas trop où il est, Kish ou Babylone. Les grands sont vaincus, mais nous ne savons pas où ils vont. Ils envoient un message, grâce auquel nous découvrons que Sennachérib se trouvait devant Kouta. Il est assez facile de voir qu'il manque certains éléments et certaines informations dans cette narration, et que le choix de la composition est lié à un objectif rédactionnel. Arrivé au terme de cet exposé, j'espère avoir pu vous montrer que la production d'une inscription royale est une entreprise nécessitant un savoir-faire certain. Il fallait rassembler les informations nécessaires pour produire un texte répondant à un cahier des charges précis. Une fois l'original de l'édition achevé, il était alors utilisé pour produire des exemplaires nécessaires. Il fallait les actualiser en fonction des nouvelles réalisations du souverain, ce qui nécessitait un grand nombre d'opérations de composition, compilation, édition, mise à jour, pour aboutir à un nouvel original. Je vous rappelle que l'inscription dont je viens de vous parler et la série d'éditions qui en est sortie s'est déroulée sur une période de 5 ans uniquement. Les inscriptions royales ont été retrouvées car elles étaient produites pour durer. Elles étaient parfois enfouies dans les fondations et dans les murs. Leur abondance par rapport à d'autres textes doit être relativisée en fonction de ces facteurs. On remarque par ailleurs très bien les liens entretenus entre tous ces différents documents. On peut se demander d'ailleurs dans quelle mesure ces inscriptions royales, qui sont à notre disposition et dont nous y étudions la rhétorique, les modalités rédactionnelles en les considérant comme des œuvres quasi exhaustives, ne sont pas finalement que la partie émergée de l'iceberg de toute une culture orale dont elles ne seraient finalement que les versions courtes, voire les trames narratives. Je vous remercie de votre attention.